rapidement un état des lieux sur l'accès au livre et à la lecture. J'ai un problème technique, je ne vais pas vous projeter de transparent, comme ça, écoutez, vous serez, ceux qui voient seront à égalité dans la salle avec ceux qui ne voient pas. Mais de toute façon, vous les retrouverez sur Internet après. Donc on le rappelait tout à l'heure, toute cette question de l'accès au livre part du constat que l'imprimé ordinaire ne convient pas à tout le monde. Ça ne convient pas intuitivement aux personnes aveugles ou malvoyantes qui peuvent pas voir ou qui peuvent mal voir les caractères imprimés. Euh, on s'aperçoit que ça convient difficilement aux dyslexiques, aux dyspraxiques, donc par exemple à des gens qui ont des problèmes de coordination des mouvements et du regard. Ça convient pas forcément non plus à des personnes qui ont des handicaps moteurs. Des gens qui ont des problèmes de mobilité, des membres supérieurs qui ont des difficultés à tourner les pages d'un livre ont aussi des problèmes d'accès au livre ordinaire. D'où la nécessité de travailler sur l'accès à ces contenus. Alors, jusqu'à il y a une quinzaine d'années à peu près, on était dans un contexte d'adaptation, c'est-à-dire que d'adaptation unique, où une adaptation correspondait en gros à une caractéristique de handicap, une catégorie de situation de handicap, ou à des préférences individuelles. Donc c'est pour ça qu'on avait des adaptations différentes pour le braille, pour le livre audio, pour le caractère agrandi, etc. etc. L'arrivée du numérique a un peu changé cette situation. On a le format DAISY qui est arrivé, qui est un format multimédia, et qui permet dans un même ensemble de fichiers qui sont regroupés de cumuler plusieurs versions d'un même livre. Donc on va avoir une version audio par exemple qu'on va synchroniser avec une version texte. Donc par exemple un utilisateur aveugle va pouvoir lire sur un afficheur braille un document en même temps qu'il va écouter la version sonore de ce même document. Ça c'est aussi par exemple intéressant pour les dyslexiques qui vont pouvoir avoir des fonctionnalités de surlignage des éléments de texte en même temps qu'ils sont prononcés par un logiciel de synthèse vocale, ce qui va les aider à déchiffrer le contenu. Donc on passe depuis l'émergence du numérique à des réponses très ciblées à certaines catégories de handicap, à un traitement de ce problème d'accès au livre plus général. Aujourd'hui, toutes les fonctionnalités qui font que DAISY est un format accessible ont été reversées dans le format EPUB. Et ce qu'il y a de bien avec EPUB, c'est qu'il est conçu par l'industrie de l'édition ordinaire. Et donc, édition adaptée et édition courante, édition ordinaire, vont adopter le même format. Alors c'est pas encore tout à fait le cas parce que DAISY est encore un format très répandu, il n'est pas encore... tous les lecteurs DAISY ne supportent pas aujourd'hui le format EPUB, donc la transition se fait doucement. Mais elle se fait. Donc on a une convergence entre ces mondes du livre adapté et ces mondes du livre ordinaire. Et on va donc pouvoir aller vers du livre nativement accessible. Aujourd'hui, le livre nativement accessible, c'est quelque chose qui émerge. En France, depuis 2016, par exemple, le groupe Hachette produit des livres au format EPUB 3 pour de la littérature générale. Editis définit des cahiers des charges pour aller dans ce sens-là, pour produire des livres accessibles, plus accessibles au format EPUB 3. Voilà, de plus en plus d'éditeurs en France vont dans cette direction-là. Donc il va nous falloir travailler la complémentarité entre édition adaptée et édition ordinaire. C'est ce que disait très bien Claire Lémonerie tout à l'heure. Et donc ça fera l'objet du premier atelier que Luc Audrin et moi co-animerons. Alors pour dire un peu où on en est, aujourd'hui, comme c'était rappelé ce matin, on en est à 8% de livres disponibles en librairie qui existent dans une version adaptée, quelle que soit cette version, que ce soit de l'audio, du braille, du gros caractère, etc. etc.
Donc c'est très peu. Ce chiffre, il sort d'un rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles qui a été publié en 2013. Il n'a pas forcément beaucoup évolué depuis. En tout cas, c'est assez difficile d'évaluer très très finement ce pourcentage d'œuvres disponibles, parce qu'on ne dispose pas aujourd'hui de catalogue commun de l'édition adaptée. Il y a bien la BDEA, la banque de données de l'édition adaptée, il y a bien le catalogue des œuvres adaptées via Platon, par la BNF, mais bon, ça rassemble pas encore tout l'ensemble pour des raisons historiques, tout l'ensemble des livres adaptés. Donc ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y a une pénurie de livres accessibles, de livres adaptés et de livres accessibles en général, que cette pénurie, elle est variable selon les contextes, selon les utilisateurs. Par exemple, si vous souhaitez accéder aux prix littéraires de ces 10 dernières années, vous prenez les prix Goncourt, les prix Renaudot, les prix Femina, enfin les grands prix dont on entend souvent parler. Globalement, vous allez trouver des versions accessibles. Ça devient un peu plus compliqué en littérature jeunesse. Je prends souvent cet exemple, si vous avez un enfant handicapé visuel qui écoute l'émission de France Inter « Là tu lu mon petit loup » le dimanche soir, il y a très très peu de chances que vous puissiez lui fournir un livre qui est mentionné dans cette émission-là. La situation devient carrément catastrophique pour des livres universitaires. J'avais fait un petit test, j'avais pris les bibliographies de la deuxième année de licence d'un cursus en droit du CAVEJ, qui est un centre d'études à distance en région parisienne. On arrivait à 5 sur 28 de livres accessibles, soit à peu près 18%. Donc ça veut dire que 92% des livres pour cet étudiant ne seront pas disponibles, ce qui est 82 pardon, ce qui est une situation relativement catastrophique. Alors si vous êtes étudiant en mathématiques, que vous préparez la grecque de maths, là c'est vraiment catastrophique. Vous n'avez aucun bouquin figurant dans les bibliographies qui est disponible dans une version accessible. Donc on en est là aujourd'hui de la situation de l'accès aux livres, et donc c'est un peu une double peine, c'est-à-dire qu'il y a très peu de... L'offre adaptée est vraiment indigente, elle est très très parcellaire, et en plus on n'est pas vraiment outillé, les producteurs de livres adaptés, pour répondre à la demande qui nous est faite et pour répondre dans des délais très contraints. Quand un étudiant aujourd'hui veut un livre, il le veut rapidement, il ne le veut pas 3 mois après, une fois que son module de cours est terminé. Donc voilà, l'idée c'est, avec l'apparition des livres nativement accessibles, c'est de mieux se répartir le travail entre éditeurs ordinaires et éditions adaptées, pour que l'édition adaptée puisse se concentrer sur des livres plus complexes et puisse se baser sur le travail qui sera déjà fait par les éditeurs de structuration des contenus, etc., pour elle enrichir ces contenus pour les adapter à différents publics. Donc ce qu'on va voir dans le premier atelier, c'est quel type de livres vont pouvoir être rendus nativement accessibles, quel niveau d'accessibilité, par exemple, est-ce que d'écrire des images, est-ce que ce sera possible, comment travailler sur cette complémentarité entre édition ordinaire et édition adaptée, quels outils mettre en place pour adapter plus rapidement des livres, dans des délais, pour répondre à des problématiques de délais très courts, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce premier atelier avec Luc Audrin. Se pose aussi dans ce contexte de pénurie des problèmes de mutualisation. Ça, on va en parler dans l'atelier numéro 5 cet après-midi, qui s'appelle Mutualiser, qui est animé par Nicolas Aiglin du CTRDV et par Chloé Coutour de la BNF. Donc c'est de la mutualisation au sens large. La mutualisation via Platon des fichiers adaptés, mais aussi la mutualisation des bonnes pratiques entre organismes adaptateurs de contenu, la mutualisation des bonnes pratiques entre éditeurs et organismes adaptateurs. Voilà.
Comment partager des méthodes de travail? Donc ça va au-delà de la simple mutualisation des fichiers. Ce qu'on veut évoquer, c'est vraiment la collaboration entre ces deux secteurs, de l'édition adaptée et de l'édition courante, et le partage de méthodes de travail, d'outils, etc. etc. C'est très intéressant de faire des contenus accessibles, seulement si les gens ne peuvent pas récupérer ces contenus, ça ne sert pas à grand chose. Aujourd'hui, les gens récupèrent les contenus, ceux qui sont connectés en tout cas, les récupèrent en passant via des sites internet, qui posent aussi des problèmes d'accessibilité. Pour les sites des bibliothèques, il y a des exigences légales et réglementaires. Normalement, tous les sites auraient dû être conformes au référentiel général d'accessibilité des administrations, le fameux RGAA, RG2A, depuis octobre 2012. On est aujourd'hui assez loin du compte. Le ministère de la Culture a créé un baromètre de l'accessibilité des sites des bibliothèques qui évalue cette question sous l'angle quantitatif et sous l'angle qualitatif. Sous l'angle quantitatif, on s'aperçoit dans l'étude de 2016 que à peu près 20% des sites des bibliothèques publient ce qu'on appelle une déclaration de conformité. Donc c'est un document qui décrit l'état de l'accessibilité du site. Et d'un point de vue plus qualitatif, on s'aperçoit qu'il y a assez peu aujourd'hui de sites web qui sont par exemple accessibles aux malvoyants, donc en fournissant des niveaux de contraste appropriés, en permettant d'agrandir la taille des caractères. Il y a assez peu de sites qui sont utilisables au clavier, par exemple. Ils fonctionnent uniquement à la souris. Enfin voilà, il y a un nombre de problématiques d'accessibilité pour le web qui sont encore assez peu traitées pour les sites des bibliothèques. Et c'est la même chose pour les sites des librairies en ligne. À la différence près que pour les librairies en ligne, aujourd'hui, n'existe pas de contraintes légales. Mais ça pourrait arriver, on en discutait tout à l'heure avec l'acte d'accessibilité au niveau européen. Donc cette problématique d'accessibilité des sites web, on va notamment en parler dans l'atelier numéro 2 sur l'achat de solutions web. Donc un levier intéressant pour faire avancer l'accessibilité, c'est d'expliciter ces contraintes d'accessibilité dans les cahiers des charges. C'est des questions qu'on va traiter dans cet atelier qui est animé par Philippe Leneveu de Tosca Consultant. Dans l'atelier numéro 3, on va s'intéresser à des questions d'orientation des lecteurs. En gros, comment signaler avec le numérique des offres accessibles, qu'elles soient adaptées ou qu'elles soient nativement accessibles. Alors ça pose plein de questions. Est-ce qu'il faut mettre en place des outils de médiation spécifiques pour les personnes handicapées? Ça pose aussi, donc ça c'est plutôt une question pour des bibliothécaires, pour les diffuseurs, pour les libraires et aussi pour certains, pour les éditeurs. Ça pose aussi la question des métadonnées. Comment qualifier le niveau d'accessibilité d'un livre? Aujourd'hui, dans les catalogues, on sait à peu près repérer les livres en gros caractères, les livres en braille, etc., etc. Ça marche bien pour les livres physiques, mais pour les livres numériques, c'est plus compliqué. On a quelques métadonnées dans le format Onyx, mais voilà, sont-elles assez fines pour préciser le niveau d'accessibilité d'un ouvrage? Et surtout, est-ce qu'elles sont assez qu'elles sont compréhensibles par l'utilisateur final? Donc ça, ces questions-là, elles seront traitées dans l'atelier numéro 3 qui s'appelle Orienter et qui est animé par Françoise Martinelli. Alors une fois que l'utilisateur a téléchargé des livres, que ces livres sont accessibles, reste encore une étape importante pour qu'ils puissent y accéder, c'est que les outils de lecture soient eux-mêmes accessibles. Donc on a aujourd'hui des formats extraordinaires. Le format EPUB 3 est très riche, on peut faire plein de choses. On peut naviguer facilement à l'intérieur d'un ouvrage, on peut
cumuler version audio et version texte. On peut filtrer certains éléments d'un livre, donc par exemple filtrer les notes de bas de page, ce qui est très intéressant pour un livre universitaire avec un appareil critique très, très fort, très important. L'utilisateur peut choisir d'être prévenu de la présence d'une note et de la lire ou pas selon son besoin. Donc EPUB est un format très riche, il permet de faire beaucoup de choses, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de toutes ces fonctionnalités, c'est la question du support des fonctionnalités liées à l'accessibilité du format EPUB par les outils de lecture. Ça, c'est des questions qu'on va se poser dans l'atelier numéro 4, qui s'appelle Lire, qui est co-animé par Fernando Pinto da Silva d'ODR Lab et par Marion Berthaud de Mobidis. Et enfin, dernier atelier, l'atelier numéro 6, qui s'appelle Inciter. Lui, c'est un atelier assez transversal qui a pour objectif de faire le point sur les mécanismes en général qui permettent d'aller vers davantage d'accessibilité dans toute la chaîne qu'on a évoquée jusque-là. Donc ça peut être des mécanismes économiques, la question financière est toujours très importante, mais ça peut être aussi des questions liées à la formation professionnelle, la question du signalement et de la mise en évidence des démarches positives via des labels. Voilà, tous ces mécanismes sont des mécanismes d'incitation qui peuvent améliorer fortement l'accessibilité des livres. Et donc, on les évoquera dans ce dernier atelier, qui est donc animé par Sophie Martel, qui a été directrice des éditions Benjamin Média. Voilà, donc j'ai terminé pour ce bref état des lieux, qui était plus une présentation des ateliers.